Bienvenue dans le monde fascinant des fourmis. De notre point de vue d'humain, nous ne discernons pas grand-chose de la reproduction des fourmis. Je vous propose un plongeon dans les secrets de la reproduction de l'une des créatures les plus incroyables de la Terre. Tout voyage a un commencement. Commençons par ce que nous pouvons observer facilement de la reproduction des fourmis. 1 à 2 fois par an, quelque chose d'extraordinaire se produit. Lorsqu'une région du globe est dans sa saison chaude, des centaines, voire des milliers de fourmis s'envolent simultanément. Ces fourmis appartiennent à la même espèce, mais elles proviennent de différentes colonies. Pour des raisons évidentes, la plupart des fourmis ne peuvent pas se reproduire indéfiniment au sein de la même colonie. Ces vols permettent aux fourmis de s'accoupler avec des membres d'autres colonies, assurant ainsi la diversité génétique. Les scientifiques se demandent toujours comment les fourmis de différentes colonies synchronisent leur vol. Est-ce dû à une communication entre colonies ou à un événement extérieur ? En fait, c'est souvent un élément naturel qui siffle le début de la course à la reproduction. Par exemple, des fortes pluies dans des régions arides. Elles permettent à la reine de creuser le sol où elle se cache. Certaines espèces de fourmis ont une méthode particulière. Les mâles volent en premier. Ils libèrent des phéromones dans les airs. Les futures reines perçoivent le signal et les rejoignent pour une danse dans les airs. Les fourmis sont plus vulnérables lorsqu'elles sont isolées. Après l'accouplement, les jeunes reines cherchent un endroit approprié pour fonder un nouveau nid. Le taux de mortalité est élevé. Personne n'est encore là pour protéger la reine fatiguée lorsque les oiseaux, les lézards et les autres prédateurs lorgnent pour un repas facile. Pour toutes ces raisons, certaines espèces de fourmis, comme Mycocephurus smithii, se reproduisent par clonage. Cela veut dire qu'il n'y a pas besoin de mâles du tout, mais ce type de reproduction est plutôt rare. Lorsqu'une reine commence à établir un nid, elle reste cachée et arrache ses ailes inutiles avec ses pattes et ses mandibules. Elle les mange parfois. Ces calories lui permettent de survivre lors de ses premiers pas à l'extérieur de sa vieille colonie. Au début, la reine s'occupe elle-même des fourmis. Elle pond des œufs pour nourrir les premières ouvrières trop faibles pour chercher de la nourriture. En matière de survie, la faim justifie les moyens. Ces premières fourmis sont appelées nanitiques. Finalement, la colonie grandit et les ouvrières prennent en charge toutes les tâches sauf la ponte d'œufs. Cela reste le privilège royal de Sa Majesté pour le reste de sa vie. Le cycle de vie de chaque espèce de fourmi a un tempo bien spécifique. Nous avons regroupé ici leurs caractéristiques communes. Une fourmi reste entre 7 et 14 jours dans son œuf. Cette durée varie en fonction de l'espèce, bien sûr, mais aussi de la température et du taux d'humidité. Ces œufs sont blancs et ont une texture gélatineuse. Contrairement aux œufs d'oiseaux, les œufs de fourmis ne sont pas protégés par une coquille de calcium solide. Ils sont mous et relativement vulnérables. Ils dépendent entièrement du collectif pour survivre. Les larves constituent la prochaine étape de développement. Une larve est jaunâtre, pâle et transparente, et ressemble un peu à un asticot. Une larve doit muer à mesure qu'elle grandit, un peu comme les serpents le font. Les fourmis adultes ne peuvent pas manger de la nourriture solide. Les larves, elles, n'ont pas ce problème. Elles peuvent manger directement des insectes. Vous pouvez observer certaines espèces de fourmis apportant des insectes entiers à l'intérieur de la fourmilière. Cette nourriture est souvent apportée à la nurserie. Il existe même des espèces de fourmis qui font l'inverse et transportent les larves vers la source de nourriture. Une larve met entre 1 et 2 semaines pour atteindre la prochaine étape de son développement. La nymphe, ou pupe, est la dernière étape avant de devenir une fourmi à part entière. Les fourmis à ce stade ont encore besoin d'être nourries par les ouvrières. En les observant, vous pouvez deviner la fourmi qui prend forme. Les pattes et les antennes sont déjà reconnaissables à ce stade. Cependant, pour certaines espèces, les pupes ressemblent à un gros œuf solide car elles sont protégées dans un cocon. Selon l'espèce, une nymphe met entre 9 jours et 1 mois pour devenir une fourmi adulte. Une jeune fourmi adulte est plus claire et légèrement transparente, mais deviendra plus opaque dans le temps. En raison du manque de diversité alimentaire, les premières générations d'ouvrières sont souvent plus petites et plus minces que les suivantes. La plupart des fourmis sont divisées en 2 catégories principales, les mâles et les femelles. Dans le royaume des fourmis, l'utilité des mâles se limite à la reproduction. Leur vie est courte et ils ne participent pas au travail collectif.
La reproduction est vraiment la seule raison de leur existence. Quant aux femelles, elles sont divisées entre reines et ouvrières. Dans la nature, avant de devenir la mère de sa future colonie, une princesse n'est guère plus productive que les mâles. Mais ce n'est pas par paresse. Comme les mâles, elle rassemble simplement ses forces. Elle reste dans des corridors sombres, bien nourrie et prise en charge. En revanche, la reine active, elle, passe toutes ses journées à pondre des œufs. Toutes les autres femelles de la colonie sont des ouvrières. Elles sont réparties en sous-catégories: soldates, infirmières, exploratrices, nettoyeuses, fermières et bien d'autres. Il reste encore beaucoup de mystères concernant les fourmis. Cependant, les scientifiques observent que le régime alimentaire et la quantité d'hormones données aux larves peuvent modifier le rôle des ouvrières. Plus il y a de nourriture et d'hormones, plus les fourmis sont grandes. Celles-ci sont appelées les majors. Elles sont plus grandes dès la naissance afin de défendre la colonie ou d'attaquer les ennemis. Elles aident occasionnellement les ouvrières à transporter des charges lourdes ou à chercher de la nourriture. Nous soupçonnons que les conditions environnementales et les actions délibérées des ouvrières en charge des larves peuvent modifier le rôle d'une fourmi sur le point de naître. Lorsque les ouvrières ont 2 tailles différentes, l'espèce est appelée dimorphe. Plus de 2 tailles, c'est une espèce polymorphe. Toutes les autres espèces sont monomorphes. Mais une chose est claire, toutes les ouvrières ont des rôles différents au sein de la colonie et les fourmis ne gardent pas toutes le même emploi toute leur vie. Une organisation sociale ou une caste reproductive est séparée des ouvrières est appelée eusocialité. Une telle société est entièrement dédiée à la protection de la reine et de la couvée. On la trouve dans l'ordre des hyménoptères, comprenant les fourmis, les abeilles et les guêpes. Mais on trouve également cette organisation chez les crustacés et plus étonnamment chez certains types de rats. Vous êtes peut-être curieux de savoir comment une reine peut choisir si elle pond une femelle ou un mâle. C'est en effet un concept totalement étranger pour nous les humains. Rappelez-vous, la reine peut conserver des spermatozoïdes fonctionnels toute sa vie. Elle a également le contrôle de la fécondation des œufs. Ne pas féconder un œuf produirait un mâle. Ce processus s'appelle la parthénogénèse. Il s'agit d'une méthode de reproduction contrôlée. Une autre façon de le dire, un mâle fourmi n'a pas de père, mais seulement une mère. Les mâles produisent des spermatozoïdes haploïdes. Ils ont un seul jeu de chromosomes. Les reines, quant à elles, produisent également des œufs haploïdes. Mais lorsqu'elles choisissent de le féconder, les œufs ont alors 2 jeux de chromosomes et donnent naissance à un individu diploïde, soit une femelle. Si l'œuf n'est pas fécondé, la reine a donné naissance à un individu haploïde, un mâle. Vous avez peut-être déjà entendu dire que les ouvrières forment une caste asexuée. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Bien sûr, dans certaines espèces telles que les fourmis du genre Phédole, il existe des ouvrières stériles. Mais ce sont cependant des exceptions. D'un point de vue génétique, toutes les ouvrières sont des femelles. Fait surprenant, dans la plupart des espèces, les ouvrières ont aussi la capacité de pondre des œufs, tout comme la reine. Mais alors, pourquoi le nid ne déborde-t-il pas de tous les œufs potentiels ? Voilà pourquoi. La reine produit une hormone pour empêcher les autres femelles de développer leurs ovaires. Une autre hypothèse est que les larves diffusent également la même hormone. Cela expliquerait pourquoi les ouvrières produisent des œufs lorsqu'elles sont loin du nid. Vous avez probablement déjà deviné que les ouvrières ne sont pas fécondées par un mâle. Cela signifie qu'elles ne produisent que des œufs non fécondés. Ainsi, les ouvrières sont uniquement capables de produire des mâles. Bien que les mâles soient essentiels pour propager l'espèce, ils n'aident pas vraiment aux tâches quotidiennes comme le font les ouvrières. C'est la raison pour laquelle une colonie avec une seule reine meurt souvent à la suite de sa reine. Un autre problème causé par la ponte des œufs par les ouvrières est que ces individus deviennent moins productifs. Pour éviter cette situation, certaines espèces de fourmis enrôlent des ouvrières pour contrôler leurs semblables. Le stress induit par ces actions de surveillance supprime les capacités de reproduction des ouvrières. Cette force de police peut même dans certains cas manger les œufs de la fourmi contrevenante. Dans le royaume des fourmis, la reproduction ne doit pas devenir incontrôlable. La reproduction des fourmis reflète leur impressionnante organisation eusociale qui a conduit à toutes leurs nombreuses réalisations. Cependant, en ce qui concerne le monde des fourmis, les scientifiques ont encore beaucoup de secrets à découvrir.